Je m'appelle Sonia Van Thatcher. Je suis travailleuse du sexe depuis 5 ans, basée à Montréal. Tant que les gens ne comprendront pas que mon travail, c'est un travail, il n'y aura pas de projet de loi qui va passer. Personne ne pense que c'est une urgence en ce moment d'aider les travailleuses du sexe. Comment j'ai commencé dans ce métier-là, en fait, c'est par nécessité. C'est con parce que c'est vraiment un cliché dans notre industrie, mais il y en a beaucoup qui vont commencer par nécessité. C'est pas tout le monde qui va continuer après ça, puis tu continues pas par nécessité nécessairement. Moi, j'étais étudiante. J'étais une étudiante avec des besoins particuliers qui fait que je peux pas être à temps plein, etc., qui faisait que j'avais de la difficulté à subvenir à mes besoins pendant que j'étais à l'école, puis je voulais vraiment finir mes études. J'ai commencé sur un site de Sugar Baby, Sugar Daddy. Pendant quelques années, j'ai fait ça, ça a vraiment aidé à pouvoir continuer mes études sans avoir besoin de travailler presque à temps plein par-dessus ça. Après quelques années, j'ai rencontré quelqu'un sur ce site-là qui me présentait à une femme qui avait une agence d'escorte et j'ai voulu commencer. J'ai commencé dans une agence d'escorte. Après ça, j'ai continué pendant quelques années avec eux et ensuite l'agence est fermée, donc j'ai dû devenir escorte indépendante et avec la pandémie, forcée de se renouveler un peu, de se réinventer, j'ai commencé aussi à faire du travail du sexe en ligne. Virtuel à partir de ce moment-là, mais maintenant je fais les deux. Ça va faire 3 ans que j'ai mon entreprise à moi. Francine Tremblay, enseignante à Concordia en sociologie. J'ai quand même passé 20 ans dans l'industrie. Que j'ai commencé, j'avais 17 ans ou presque 18 ans. Mais dans le temps, il faut que vous sachiez que c'était 21 ans. J'ai commencé parce que premièrement, je voulais avoir mon indépendance financière et ça devrait être souligné beaucoup plus souvent. Alors j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 37 ans. En 1999, je décide d'aller chez Stella et du bénévole. OK? C'est super le fun, on a pignon sur rue, c'est plein de monde, ça bouge et vraiment j'embarque. Je vais passer 10 ans d'implication, je vais faire partie du conseil d'administration, je vais devenir présidente du conseil d'administration, je vais écrire pour Stella, je vais militer, je vais aller dans la rue pendant une bonne dizaine d'années. La perception de moi ou de mon travail est aussi variée que la société est variée. J'en ai de tous les genres, mais c'est sûr qu'il y a tellement de préjugés qu'il faut se débarrasser. À la minute qu'on dit quelque chose de négatif, OK? Ce qui est normal, les infirmières, il y a eu des recherches là-dessus, se font agresser, insulter, sont les victimes de violences sur le travail. Les femmes qui travaillent, les serveuses dans les restaurants, les serveuses dans les magasins se font insulter à tour de bras par moment. Personne n'en parle, c'est pas grave. T'es dans l'industrie, immédiatement on veut enlever l'industrie, on veut la faire disparaître. C'est toujours des clichés qui sont jamais vrais, en fait. Tout ce qu'on pense à propos de mon métier, c'est faux. Puis même moi, quand je suis arrivée dans ce métier-là, j'avais mes propres préjugés à propos de ce métier-là, mais force a été de constater que c'était tout faux. C'est juste que la société te rentre dans la tête, finalement. Fait que j'en ai eu de tous les genres. Je prends ce que je veux, je laisse ce que je veux, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, l'opinion des gens autour de moi que j'aime, c'est sûr que c'est plus important que n'importe qui d'autre. Il n'y a plus personne envers qui j'ai un secret. Ça a été positif,
plus que ce que je pensais au niveau de mes parents aussi. C'est des parents modérément ouverts d'esprit, ce qui a beaucoup aidé, puis qui veulent mon bien, qui m'aiment beaucoup. Fait que tant que je suis en sécurité, tant que je fais ça par choix, ils voient pas de problème à ça. Ils savent que je suis intelligente, ils savent que j'ai une tête sur les épaules. Puis ça les rassure aussi de savoir que j'ai cette sécurité financière-là que j'avais pas avant. Et moi, je me montre le visage beaucoup ces temps-ci pour 2 raisons, en fait. Je constate des choses dans la société qui me révoltent. Je veux vraiment qu'on arrête de stigmatiser tout le monde dans mon industrie parce qu'il y a tellement d'idées préconçues qui sont totalement fausses par rapport à ce qu'on fait. Tu sais, le monde ne s'attend pas, quand il pense à escorte, à prostituée, au travail du sexe, il ne pense pas à moi. Mais moi, je suis juste une copie de tout le monde dans mon industrie. On est tous comme ça, c'est juste qu'ils vont refuser de se montrer en public parce que c'est stigmatisé. Tu sais, tout est dans tout. Là. Il y a vraiment un cercle vicieux. C'est de l'argent et du sexe. Puis ça, la société a vraiment de la difficulté avec ces 2 concepts-là ensemble. Puis c'est ça qui fait qu'il y a un énorme stigma à propos de ça. Puis il faudrait que ça l'arrête. La 2e cause pour laquelle je travaille, qui me tient beaucoup à cœur, c'est les handicapés. Les personnes qui sont handicapées physiques en particulier. Je travaille avec beaucoup de personnes qui ont un handicap physique lourd parce que ces gens-là n'ont pas un accès à l'intimité, à l'affection, au sexe aussi grand que les autres. Le fait que mon travail soit stigmatisé, ça impacte beaucoup ma sécurité sur plusieurs plans. Le premier étant que, à cause de la loi, si moi, pour ma propre sécurité, mettons que moi je travaille et que je vais chez les gens, si je veux un chauffeur, engager un chauffeur, le chauffeur qui me donne une sécurité parce qu'il va me porter, il sait que je suis là, il sait pour combien de temps que je suis là, il vient me chercher après, il est mon security check, comme on appelle, cette personne-là est illégale. Tout le monde autour de nous qui nous aide ou qui profite des fruits de la prostitution sont illégaux. Qu'est-ce qui inquiète les gens? C'est vraiment la vieille connexion entre la drogue, le crime organisé. Il faut enlever ça. Il faut que ça soit décriminalisé. Dans un premier temps, de donner aux femmes des droits dont ils ont besoin pour contrer à l'exploitation, qui peuvent faire des plaintes, qui peuvent dire non quand on veut, quand le patron exige des services. Ça me met en danger de plusieurs façons en fait. Même si moi je suis décriminalisée, savoir qu'on est autant à la marge de la légalité, si je vis des violences au travail, il y en a beaucoup qui n'auront pas le réflexe d'aller voir un policier parce qu'il y a encore de l'illégalité dans ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que ça nous met vraiment dans une situation, une genre de zone grise qu'on essaie justement de briser, de rendre complètement décriminalisée. Il faut arrêter de toujours se blâmer toujours la même source de travail, la même source de revenus. Tant que les gens ne comprendront pas que mon travail, c'est un travail, il n'y aura pas de projet de loi qui va passer. Personne ne pense que c'est une urgence en ce moment d'aider les travailleurs du sexe, même si plusieurs fois par année, on entend dans les nouvelles qu'il y en a une escorte qui s'est fait tuer sur les lieux de son travail ou pendant qu'elle exerçait ses fonctions. Tout ça pourrait vraiment être grandement amélioré si la loi était de notre côté, finalement. Moi, ça me fait tout le temps rire quand les gens disent que le travail du sexe, c'est pas un vrai travail, parce que ça voudrait dire que tout ce que je fais est invalide. T'sais, je sais pas ce qu'on considère comme un vrai travail, mais moi, je travaille 100 heures par semaine. J'ai une business enregistrée aux taxes. Je fais mes rapports trimestriels. J'ai des employés que je paie un salaire mensuel. Je paie des impôts sur chaque dollar que je fais. C'est une entreprise valide. J'ai toujours su que je travaillais. Je recevais un salaire, je devais être là à telle heure, je partais à telle heure.
J'avais des responsabilités. Nous, c'était pas compliqué. Maquiller, peigner. On avait un paquet de choses à faire. Moi, je me souviens, mon premier patron, c'était... On n'est pas dans une grange. Il était extrêmement sévère. On avait des règlements à suivre. Et il y en avait probablement dans beaucoup de places où est-ce qu'on a travaillé. Puis les gens ont juste de la misère à considérer ça comme un vrai travail parce que c'est le travail du sexe. On n'a pas de difficulté avec le mot travail, on a de la difficulté avec le mot sexe. Tant que le sexe va être aussi tabou dans notre société, mon travail va être invalidé. Mais en fait, je vois pas la différence entre mon travail et celui d'un comptable. C'est quoi la différence? Le sexe. Fait qu'au moment qu'on va avoir déstigmatisé le sexe, le travail du sexe va avoir fait un gros bout de chemin. Je ne sais pas si elles voient ça comme un travail. Mais moi, de l'extérieur, it's not a game. Il y a des fantasmes, il y a des fantaisies, mais c'est ma job à moi de créer ces fantaisies-là avec tout ce que ça l'importe. L'habillement, le scénario, le bar, le club, le salon de massage, le donjon pour les filles, mais c'est du travail. C'est pas n'importe qui est capable de faire ça. C'est pas n'importe qui est capable d'être dominatrix, là. Ça prend vraiment de l'expérience pour faire ça. C'est pas n'importe qui est capable de danser. Ça prend vraiment de l'expérience. C'est de l'entre-genre. Ou bien t'es faite pour le métier ou t'es pas faite pour le métier. Mais là, c'est un drôle de travail. Parce que si les femmes le voient pas comme un travail, que ça soit pour payer ton loyer ou payer ta dope, là, c'est un travail. Il faut le voir comme ça. Mais si les femmes le voient pas comme ça, on peut rien faire, nous. Et ça, c'est très important, si je veux terminer là-dessus, définitivement sur ce sujet-là. Il faut que ça soit les femmes elles-mêmes qui disent « Moi, je travaille ».